question difficile. Il n'y a pas que le secteur. Oui, si. Écoutez, ça dépend vraiment si c'est une institution, là, si c'est une petite asso, c'est une autre, si c'est quelqu'un de là, c'est une autre. Mais ça, ouais. Quelle chimère est ce dont l'homme? Quelle nouveauté? Quel chaos? Quel sujet de contradiction? Quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre. Il est dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers qui va démêler cet embrouillement. C'est Pascal qui disait cela. Et vous voyez que depuis Pascal, l'homme est toujours dans cette situation prodige et capable du meilleur comme du pire. L'omniprésence du mal, ou le mal comme désordre, on dit social, voire cosmique, question philosophique, fondamentale d'ailleurs. Telle est donc la nature des choses. Nous sommes des hommes sapiens et nous avons développé cette aptitude à la jouissance, à l'extase, à la sublimation, mais en même temps à la rage, à la fureur et à la haine. En fait, on est capable d'excès. Et depuis ce matin, nous ne parlons que de ça. Non pas de la mesure des choses, mais plutôt de la démesure, l'hubris. C'est Edgar Morin qui dit cela dans son ouvrage, je considère comme majeur, Le paradigme perdu. Il nous dit, il nous pointe avec beaucoup d'acuité, l'homo sapiens est en même temps un homo sapiens dément. Homo sapiens dément. C'est-à-dire que nous sommes des êtres capables d'affectivité intense, qui rit, qui pleure, et en même temps je suis anxieux, angoissé, créatif, violent, bref, une fée de logis, mais un fou du logis, ou une folle du logis. L'un ne va pas sans l'autre. Démence et sapiens, sapiens et démence. Son génie est de n'être totalement prisonnier ni du réel, ni de la logique, ni de son code génétique. On n'est pas asservi à cela. Edgar Morin, toujours, il nous dit, nous sommes des êtres bioculturels. Oui, nous sommes construits de cette biologie, nous sommes faits de cette matière, mais nous sommes aussi faits de beaucoup de culture, et culture de la société, de notre environnement, bref, ce que l'on appelle les montages institutionnels. Et nous y sommes dans les montages institutionnels qui créent le lien collectif, lien affectif, liens sociaux, mais tout cela se fait, on l'a dit tout à l'heure, avec des représentations mentales. Nous avons des représentations du monde. Nous avons des représentations de l'autre, nous avons des représentations de nos codes sociaux. Et ces montages institutionnels doivent donc faire exister cet être qui est pour le moins ambivalent. Mais malheureusement,
ces montages institutionnels ne fonctionnent pas tous les jours, où il y a des dysfonctionnements et donc des violences destructives, des agressivités délirantes, signent l'échec de nos institutions. Malgré tout ce que nous mettons en œuvre dans nos contrats sociaux, dans l'organisation de la société, l'homme sapiens, il est en même temps l'homme des membres. Le destin de l'homme est d'être donc travaillé, nous semble-t-il, par la volonté de puissance, mais de pouvoir se construire, et on se construit en acceptant sa fragilité, son interdépendance, dans laquelle il se trouve dans un rapport aux autres et à son milieu. Déjà, un philosophe espagnol, le grand penseur du XXe siècle, le disait dans L'homme révolté, l'homme et les masses. Je suis moi et mes circonstances, je suis donc taraudé par mes circonstances, donc mon milieu social, affectif, etc. Oui, le rapport aux autres me taraude et le rapport aux autres me fabrique et me construit. Mais comme nous vivons dans le mal, qui est un fléau, nous vivons dans cette idéologie du manichéisme. Et cette idéologie du manichéisme, elle nous rassure. Et c'est pour cela qu'elle plaît et qu'elle fascine. Parce que le mal est objectivé et les bons sont exaltés. Au cours de l'histoire, même peuple et culture ont regardé l'autre comme l'incarnation du mal. L'autre est toujours, et je ne suis pas le seul à le dire, mon ami Bernard Ibal le dira aussi, l'autre peut être un ennemi. Et comme l'autre est une source de mal, le mot comme racisme, xénophobie, ethnocentrisme, nationalisme, intégrisme, vous avez vu tous les ismes, intégrisme de tous les bords, les fondamentalismes et l'intolérance sont des comportements de type manichéen. Le mal est à côté de moi, le mal c'est l'autre. Pourquoi cette connivence de l'amour et de la violence? D'abord des raisons psychologiques. L'amour éros, sens grec, à la différence de l'amour agapé que je n'aborderai pas, qui est l'amour don de soi, l'amour éros n'est pas le même chez l'homme et chez l'animal. Chez l'animal, c'est essentiellement et seulement le besoin, le désir sexuel. Chez l'homme, c'est très différent. Il y a bien sûr, le désir sexuel. Mais il y a en plus, et ça complique tout, le désir d'être désiré. Le désir d'être aimé par l'autre. Lacan appelle ça le désir du désir de l'autre. C'est-à-dire le désir d'être désiré, d'être reconnu, d'être aimé par l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la prostitution est insatisfaisante. Parce qu'il y a bien le rapport sexuel, mais il n'y a pas le se sentir désiré, le se sentir aimé, sauf l'éventuelle comédie que peut faire le ou la prostituée. Désir d'être désiré d'ailleurs dans sa globalité, pas dans un aspect de sa personne seulement.
d'être désiré exclusivement, à l'exclusion de tous les autres, et pour toujours. Il y a une idée d'absolu dans ce départ d'amour qui a été bien décrit, ce désir du désir par Kojève ou par Lacan, peu importe. Évidemment, alors là, ça se complique, hein, parce que l'autre est autre. L'autre est différent, l'autre il ne marche pas. L'autre il n'est pas à la merci de mon projet. Et si chez les animaux, on peut caricaturer en disant je te veux, tu me veux, on y va. Chez les êtres humains, c'est je te veux, tu me veux, mais ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué, voire même impossible. Il y a à ce moment-là, dans l'amour, de la souffrance, c'est d'ailleurs une violence subie, et le champion de ce tragique, c'est l'époque romantique, c'est le romantisme, qui va, surtout les Allemands, hein, le Sturmdrang allemand, va rendre excessif hein, cette dimension de souffrance intérieure provoquée par ce désir du désir qui ne marche pas. Presque tous les romans d'ailleurs, les films, les chansons de tous les pays, de tous les temps, montrent ce je veux, tu me veux, on ne peut pas. Hein. Et le culturel, donc, vient perturber le naturel, c'est-à-dire le strictement sexuel. Et ça a commencé avec l'amour courtois, et puisqu'on est ici, ça a commencé en fait en Occitanie avec le finamore. Le finamore, c'est l'art du désir, l'art du désir de l'autre, l'art d'être désiré, et de ne pas aller plus loin que dans l'art d'être désiré, avec des règles. Il y a un règlement, sans violence physique et avec beaucoup de souffrance morale. Je me souviens un jour que je descendais les marches d'escalier d'un immeuble, avoir été happé par une femme qui était en pleurs et qui visiblement venait de subir des violences. D'ailleurs, j'ai compris d'entrée lorsqu'elle m'a entraîné dans son appartement et quand j'ai vu ces deux enfants de 5 et 6 ans derrière un rideau, terrorisés, non pas par moi, mais par ce qui venait de se passer, j'ai bien compris effectivement que cette femme venait d'être victime de violence. Elle m'entraîne donc, et là j'ai tout compris, quand j'ai vu cet homme attablé, les bras croisés, me dire Courtauld, vous voyez ce lustre, vous voyez cette armoire, vous voyez cette table, vous voyez cette femme, eh bien le lustre, l'armoire, la table et la femme m'appartiennent. Et je fais ce que je veux du lustre, de la table et de la femme. Et maintenant, dehors, M. Courtauld. Et oui, dehors, effectivement, je n'avais rien à faire là, mais ça vous marque. Et ça vous marque à vie. Je me souviens de ce monsieur, d'un certain âge, qui me disait reconnaître que sa voisine, sur le palier, hurlait plusieurs fois par jour, parce qu'elle subissait des violences de la part de son compagnon. Et il ajoutait, mais M. Courtauld, ça ne nous regarde pas, cela. C'est un problème d'ordre privé. Ne nous en mêlons pas. Et puis je me souviens de ces courriers que je recevais un peu partout dans l'Aude, Castelnaudary, de Carcassonne et d'ailleurs, où certaines femmes me disaient être détruites, n'avoir plus confiance en elles-mêmes. Elles m'expliquaient que leurs compagnons, leurs maris, les insultaient, les dénigraient, les rabaissaient, les humiliaient. Certaines d'entre elles même étant tombées dans la dépression nerveuse et ayant tenté de mettre fin à leur jour. Je viens de vous parler de violence physique, de violence psychologique. J'aurais pu aussi vous parler de cette femme jeune qui avait 28 ans, mais je ne l'ai su que plus tard parce qu'elle en paraissait 40, qui avait perdu toutes ses dents, qui était très maigre, qui traînait littéralement une petite fille de 3 ans, mais toutes les deux incarnaient la misère du monde. Elles étaient vêtues presque de guenilles. Et cette femme de 28 ans, qui en paraissait 40, était en train de hurler en direction de la fenêtre du 5e étage, où son mari venait de lui faire subir ce qu'elle qualifiait de derniers outrages. Oh, son langage
étaient moins châtiés, vous l'imaginez bien. Je viens de vous parler aussi des violences sexuelles, j'aurais pu vous parler des violences économiques. Si effectivement le groupe de parole est créé, leur proposer après de l'expression corporelle notamment, des jeux de rôle, pour se libérer par ça, parce que je pense que ce serait très très efficace pour ces femmes-là. Donc, vous parliez tout à l'heure du cercle des femmes, c'est ça? Oui, c'est 40. Oui. Les cercles de femmes, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps, depuis des millénaires. Donc voilà, c'est un endroit, un espace où les femmes échangent. Il n'y a pas de thème en fait. À la différence du groupe de parole, il n'y a pas de thématique. Voilà. Et donc les femmes déposent à l'instant présent ce qu'elles ont envie de déposer là, dans un cadre tout à fait confidentiel évidemment, convivial aussi. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que je connais depuis quelques années. Donc je co-anime des cercles. Et c'est dans le cadre privé en fait où j'ai eu moi l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes victimes de violences. Ce qui a fait que ça me touche d'autant plus. Et c'est en ça que j'ai voulu me diriger vers le groupe de parole. Voilà. Petit peu. Donc ce sont des femmes un peu de tout horizon qui s'associent à ce type de rencontres pour parler d'une manière informelle des sujets qui... parce que comme vous disiez, dans le groupe de parole, il y a un thème prédéfini, mais pas là. Donc ça veut dire que... Le cercle de femmes, on arrive... une femme va commencer à parler, à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Il y a des temps d'écho où les autres rebondissent par rapport à leur expérience. Et après, une autre femme va prendre la parole. Donc ça, soit ça va continuer un peu dans la même thématique, soit ça va partir sur autre chose. En général, ça reste toujours un peu dans le même thème, mais ça dépend vraiment. C'est plus libre, quoi, on va dire. Mon épaule, c'est un peu trop fort. Vous pouvez aller plus vite, Voilà. Et mon visage. Le visage, c'est compliqué, allez-y. Il faut vraiment rassurer. Vous voyez, ça ne sera pas plus fort que ça. En revanche, vous avez déjà la moitié des personnes qui se disent « Oh là là, il va y avoir du sang ». Alors que pas du tout. Parfait. Ça vous va comme ça ? À moi. Mettez votre gant ouvert comme ça. Je vais frapper à force atténuée. Vous allez voir la force que je ne vais pas dépasser. Vous voyez, pensez pas fort, mais vous voyez tout de suite des réactions affectives importantes alors que vraiment ça vous plaît pas. Vous voyez qu'il ne faut pas forcément frapper très vite ou très fort pour que déjà ça aille chercher, et ça y compris pour des gens violents, très virils, etc. Est-ce que vous pouvez me donner votre épaule, s'il vous plaît? Vous pouvez arrêter à tout moment le combat. Je peux arrêter à tout moment et vous pouvez arrêter à tout moment. Ça vous va comme ça? Ça va? Est-ce que je peux toucher un peu votre visage? Voilà, ça n'ira pas plus fort que ça. Là, on est vraiment à force très douce. Avec certains patients, on peut appuyer un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ça vous va? Deux volets de cette violence dont on parle. Une violence subie, celle des mineurs lorsqu'ils partent et tout ce qu'ils peuvent voir, même quand ils sont confrontés aux réseaux sociaux, les images qu'on leur montre d'une telle violence, comment ils peuvent appréhender toutes ces images. Et en même temps, comme on joue sur leur affection et sur leurs émotions, il y a quelque chose qui vient pallier là et qui vient rendre un idéal qui dit que moi je vais aller défendre cette cause-là, comme certains peuvent aller défendre des causes humanitaires ou rendre service et se rendre utile.
Cette violence-là, donc celle qu'ils subissent à travers les réseaux sociaux, celle qu'ils subissent aussi sur place, donc tout le trauma à leur retour et comment les accompagner à leur retour. Pour ce faire, aujourd'hui, se mettre en place des centres de déradicalisation pour accompagner aussi les jeunes et les moins jeunes qui reviennent de ces centres-là. Mais nous avons aussi tout ce qui relève de la violence subie, celle des familles, celle des parents, celle des enfants. Autant la violence conjugale, les enfants participent par être témoins, mais aussi victimes de ce qu'ils voient. Mais dans ce phénomène, on a exactement la même chose. Des frères, des sœurs, des mères, des pères, qui sont complètement impuissants devant le processus de radicalisation de leurs enfants. Donc la question qui se pose là aussi, avec toute la culpabilité qu'ils vont porter, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, de ne pas avoir compris aussi ce qui s'est passé par leur enfant, c'est aussi de les accompagner dans leur rôle de parents, mais aussi de travailler sur la culpabilité qu'ils portent, puisque culpabilité, il y a, et notamment lorsque les enfants... parce que ce sont aussi des enfants, quand une adolescente part à 14 ans et que sans prévenir famille, sans prévenir personne, et qu'on découvre qu'elle est arrivée en Syrie, ça c'est une violence aussi à la fois pour les familles, à la fois pour l'enfant d'abord, mais aussi à la fois pour ses frères, ses sœurs et sa famille. Ça n'est pas neutre pour un enfant d'entendre les coups, d'entendre les cris de sa mère, de voir sa mère le nez écrasé et le nez en sang. Ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre de voir sa mère dans tous ses états, crier et hurler de douleur. Quel enfant d'ailleurs pourrait rester insensible lorsqu'il accompagne sa mère aux urgences? Quel enfant restera indifférent lorsque les forces de l'ordre amèneront son père? Ce que subit ou éprouve l'enfant constitue une maltraitance psychologique, quand il n'est pas la victime directe. J'ai cité des chiffres tout à l'heure. 7 enfants décédés en 2014. À noter également que selon les spécialistes, le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, présente un taux particulièrement élevé lorsque l'enfant est exposé aux violences. Ce qui, d'après les spécialistes, ne serait pas sans conséquence sur le développement psychique de l'enfant. Et selon l'Observatoire de l'enfance en danger, l'enfant exposé présente des troubles psychologiques, des troubles du comportement, des troubles psychosomatiques, troubles de l'attention en classe. Et là, les enseignants formés peuvent les dépister. Ces enfants qui ont été exposés aux violences conjugales, ils peuvent subir des attaques de panique. Ils peuvent avoir des conduites addictives, parfois, sans compter le risque de reproduire ces mêmes violences. On a déjà vu tel enfant exposé aux violences conjugales, dénigrer, insulter sa sœur, et puis la frapper. Et puis on a déjà vu les auteurs actuels de violences conjugales reconnaître avoir été exposés lorsqu'ils étaient enfants à des violences entre leur père et leur mère. Dois-je ajouter que 60% des victimes auraient subi des violences sexuelles et physiques durant leur grossesse? Dois-je ajouter que 40% des victimes auraient subi des coups de pied dans le ventre durant leur grossesse? Or, mesdames et messieurs, il y a actuellement en France sous-estimation des conséquences psychotraumatiques des violences sur les femmes et sur les enfants. La prise en charge spécifique des conséquences post-traumatiques des violences conjugales est l'une des faiblesses du dispositif français. C'est ainsi que je m'exprime dans le rapport qui fait le bilan de l'application des 3 lois, rapport que j'ai remis, je vous l'ai dit, en février dernier aux différents ministres concernés. Je plaide donc dans ce bilan des 3 lois sur la mise en place de centres psychotraumatiques par bassin de 200 000 habitants. Et dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas vous voir tout et tout de suite, je suggère que l'on mette en place des cellules médico-psychologiques par département. Toujours dans le bilan de ces 3 lois, je préconise la généralisation sur l'ensemble du territoire
de la mesure d'accompagnement protégé, les fameuses MAP, pour éviter que le droit de visite de l'enfant ne soit l'occasion pour l'auteur des violences d'actes de représailles sur la mère. Et je rappelle enfin, que plus tôt l'enfant sera éloigné du parent dangereux, meilleures seront les chances pour l'enfant et pour la mère de se reconstruire. Mais il y a encore mieux à faire, mesdames et messieurs. C'est de s'attaquer aux stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires, j'en ai parlé tout à l'heure, et dans le monde des jouets. C'est-à-dire dès la plus petite enfance, dans le monde des jouets. Parce qu'il vous faut reconnaître une chose, c'est que les petites filles et les petits garçons n'arrivent pas dans un monde mixte, totalement, réellement mixte. Observez les catalogues de jouets, observez les emballages de jouets, observez les espaces de vente de la plupart des magasins, sauf une chaîne que je ne peux pas citer, mais qui serait, elle, exemplaire. Observez, et vous verrez qu'il y a deux univers séparés. L'univers bleu des garçons, l'univers rose des filles. Petite princesse d'un côté, pour les filles. Super-héros, guerriers, aventuriers, scientifiques, pour les garçons. Les unes sont invitées à jouer à la maman. Les autres sont invités à être pilotes de course, super-guerriers, policiers, mécaniciens, pompiers, pilotes d'avion. Maternage et ménage pour les filles, dans le monde des jouets. Dans le monde des jouets. On retrouve ça aussi dans la vie de tous les jours. Construction, sciences, techniques pour les garçons. En fait, les jouets ne sont pas genrés. Ils sont rarement au masculin ou au féminin. C'est la scénarisation, c'est la mise en scène qui est faite qui donne une coloration féminine ou masculine. Dans les catalogues, dans les publicités, dans les emballages, dans les magasins. Voilà, penser ça, hein, ce qu'on disait, l'espace, c'est déjà pouvoir travailler ces questions-là d'égalité et donc de violence faite aux femmes. Penser les espaces comme une sorte de justice spatiale aussi, parce qu'au sein des structures, où de la même manière que dans la rue, que dans l'espace public, on sait bien que les espaces ne sont pas occupés de la même manière par les garçons que par les filles, que ce soit dans la cour de récréation ou bien dans des structures comme les MEX ou autres, mais il y a des espaces qui sont vraiment colorés par la présence d'un sexe par l'autre. Donc c'est vrai que ce type de questions aussi, c'est important que ce soit mené par l'équipe et que l'équipe réfléchisse à la notion de la justice spatiale pour vraiment faire des lieux inclusifs, pour que tout le monde puisse avoir accès, quel que soit l'espace. Et proposer, enfin je pense à un auteur, Yves Rébaud, qui est géographe et sociologue, qui a beaucoup travaillé sur la question des loisirs et des loisirs qu'on propose aux jeunes et de comment il appelle on peut proposer des performances alternatives, c'est-à-dire amener les garçons vers des activités qui sont pas typiquement des activités dédiées aux garçons et inversement pour semer un peu du trouble et pouvoir permettre à chacun de développer ses potentiels indépendamment de son sexe. De sortir un peu de la norme pour pouvoir aussi la questionner et puis inventer d'autres possibles. En tout cas, s'expérimenter autrement que par les modèles qu'on nous a toujours assignés. Et permettre aux garçons, parce que dans la question des violences, on voit bien donc c'est des hommes qui sont auteurs de violences, de renverser quelque chose dans leur construction, c'est-à-dire qu'ils puissent être valorisés en ayant des comportements qui ne sont pas habituellement reconnus par le groupe de garçons. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je ne sais pas qui prenait un exemple tout à l'heure sur comment être reconnu par les autres garçons, c'est aussi utiliser la violence voilà, et être dans cette compétition-là et comment on peut permettre justement de, si ce n'est le renverser, en tout cas le desserrer, cette question-là. Merci beaucoup.
sauf que là j'étais en mode défense, attaque, protection, alors que dans un échange professionnel, c'est tout l'inverse. Eh oui. C'est tout l'inverse. Hein. Vous voyez, ce paradoxe, c'est intéressant. Voilà, je descends complètement jusqu'à être complètement passé. Après, bon, Et si quelqu'un vient vous chercher, voilà. Après, si quelqu'un vient me chercher avec. On voit que ça se passe pas tout à fait de la même manière. Voilà, s'il vient me chercher physiquement, comment je vais. C'est déjà arrivé une fois dans ma carrière, il y a fort longtemps. Et j'ai été absolument passive et neutre. Et la violence est tombée instantanément et la personne a pleuré dans mes bras. Voilà. Alors que là, je me sentais... Là, il y a quelque chose d'un peu différent quand même. Oui. Oui, dans le sens où je me sentais vraiment agressée physiquement, dans mon corps. Même les premiers trucs, je me disais, c'est pas supportable. Il y a quelque chose qui c'est pas supportable. Il y a quelque chose... Alors que vous voyez bien que la force des coups était vraiment toute douce, vous avez arrêté plusieurs fois. Oui. Et là, il faudrait travailler sur cette C'est juste la violence, c'est pas le coup... oui. C'est la scénarisation là, violente. Le psychoboxeur va intervenir, mais il ne peut pas être à toutes les casquettes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va exprimer un ressenti, il va lancer quelques perches, mais il n'interprétera pas. C'est-à-dire que ça me permet vraiment de faire une précision. L'enjeu, c'est pas une lecture psychique de l'autre. On n'est pas... alors, t'as combattu comme ça, donc je pense que t'es comme ça. Puis regarde, à un moment, t'as eu peur, je pense que t'as eu des problèmes avec ta mère, etc. Bon, je caricature un peu, mais il ne s'agit absolument pas de ça. Et là, le psychoboxeur, s'il se met à dire « Oui, mais moi j'ai combattu avec toi, donc je sais tout de toi », vous voyez un peu le dispositif terrifiant qu'on est en train... Donc on peut faire vraiment des énormes bêtises avec la psychoboxe. C'est pour ça qu'il faut être très rigoureux sur la formation. Donc le psychoboxeur, il peut livrer un ressenti, peut-être parfois pour nommer un affect que le patient n'arrive pas à ressentir. Parce que pour survivre, il s'est absenté de ce truc-là, quoi. C'est comme s'il n'y était pas, s'il regardait la scène de l'extérieur. On a souvent ça en psychoboxe, mais il n'interprète pas. Et le tir symbolique, c'est lui qui mène l'entretien clinique. Pour que personne ne se retrouve avec les deux casquettes et que le patient se sente libre d'explorer sa violence sans que quelqu'un lui dise « Mais moi j'ai tout compris de toi, je vais te dire quel est ton problème. » C'est doublement raté parce que, le patient, le savoir est du côté du patient, on ne rentre pas dans la tête des gens. Donc, et deux, c'est un dispositif terrifiant, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en train de vous dire qu'il a tout compris de vous parce qu'il a boxé avec vous, ce qui est faux. Voyez. Donc à la fois au niveau éthique et clinique, il faut que personne soit dans la toute-puissance. C'est pour ça que ce n'est pas du tout le même rôle dans l'entretien. Là, c'est le tir symbolique qui prend un peu les rênes. Sommes-nous donc, nous, en mesure de favoriser cette intelligence collective, c'est-à-dire travailler ensemble? Pour les jeunes qui nous intéressent, peut-être, le travail collectif serait le suivant. Est-ce que nous sommes en mesure de travailler avec l'enseignant, travailler avec le policier et travailler avec le travailleur social? Est-ce que nous sommes en capacité d'avoir ce triptyque, d'échanger réellement sur le travail de l'autre, depuis sa fenêtre, depuis son point de vue, pour voir quelles sont ses difficultés? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup d'innovations, parce que combien de fois j'ai vu mes propres travailleurs dire « mais nous on sait ». Et si vous allez voir le policier, il y a quelque chose et quelques enjeux politiques qui se jouent. C'est-à-dire que nous sommes dans l'ère de la suspicion complètement. Comment voulez-vous que l'on travaille la violence et la combattre alors que nous-mêmes avons une violence rentrée, larvée? Nous sommes donc devant un paradoxe. Nous ne pouvons pas changer les individus que si nous changeons les institutions. Et les institutions, il faut le changer, que nous sommes capables de changer les individus. Donc, encore une fois, nous sommes
dans ce paradoxe, il est impossible de sortir. Donc certains diraient qu'on est dans une sorte de solipsisme. Il n'y a pas d'issue possible. Moi, je vois quelques signes faibles. Et peut-être les sociologues dans la salle le verront également. Il y a des signes avant-coureurs des violences collectives nouvelles qui se préparent. Et elles nous guettent. Je vois malheureusement que le mal se banalise et qu'il est temps, bien entendu, d'agir et de résister. Peut-être que je vais être un vieux con, mais j'ose quand même le dire, la meilleure réponse possible à ce mal qui nous guette, c'est la réponse d'une morale civique, c'est-à-dire de donner la possibilité de construire ce sacré que nous avons perdu de la dignité humaine, reconstruire une nouvelle fois l'homme pour le mettre à sa place. Peut-être que modestement, nos travaux, vos interventions, votre enthousiasme, votre simple façon d'être face à ces jeunes, eh bien, peut-être que modestement, ce grain de sable, ce pavé dans la construction de notre société plus juste, eh bien, elle commence par cette morale civique, le respect de l'autre. Merci.